Frédéric a créé la première association suisse de parents qui s'inquiètent sur l'augmentation rapide d'adolescents qui s'identifient trans. Donc il a créé AMQG, qui est l'équivalent d'Hypomonie. Voilà, c'est donc le premier père et la première jeune qui était adolescente, Léa, quand nous avons entendu parler d'elle, et qui est aujourd'hui ce qu'on appelle une désisteuse. Voilà, donc ils vont parler de leur parcours, père et sa fille. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Merci à vous d'être là. Merci à l'Observatoire de nous accueillir. Je dois dire qu'après la visite d'Elon Musk lundi, de Charles III mercredi, être là aujourd'hui, c'est un grand honneur. Donc je vous en remercie. Un merci tout particulier aussi, effectivement, Céline et à Caroline de nous avoir accompagnés depuis la publication de cette tribune. C'est à ce moment-là que nos chemins se sont croisés sur cette question de transidentité, je devrais dire autour des transidentités, puisqu'en fait, il y a autant de parcours que de transidentité. On s'aperçoit que chacun a sa spécificité dans la façon de la vivre. Et aujourd'hui, en fait, c'est un de ces parcours qu'on va vous présenter. Et je dirais c'est un de trop, c'est un parmi de trop nombreux. Et la spécificité de celui que nous avons vécu, c'est d'avoir été un parcours qui s'est vécu de manière très partagée, très ouverte. On a une chance de communiquer assez bien, d'avoir toujours passablement partagé. Et en fait, voilà, c'est un peu l'histoire de deux personnes qui ont eu un moment de leur vie, je dirais une trajectoire à la fois très proche et très lointaine. Et je pense que c'est un petit peu la particularité du chemin qu'on a parcouru depuis l'entrée en transition de Léa jusqu'à ce qu'il y ait une espèce de forme de résilience qui s'installe et qui est non pas un retour en arrière, mais comme le dit Cyrulnik, une reprojection dans l'avenir et une façon de faire des blessures une nouvelle histoire et de donner un sens à ces blessures. Je crois que je te passe la parole. 1, 2, super. Bonsoir. Je vous vole quelques minutes pour vous dire quelque chose d'important pour moi. Au cours de la vie, on change, on se découvre, on explore, on questionne et on se questionne. La personne que j'étais il y a quelques années n'est plus tout à fait celle que je suis aujourd'hui. Elle est un peu différente de par ses découvertes et de par les réflexions qui lui sont venues avec le temps. C'est pourquoi je vous demande de m'appeler Léa, de nouveau, et d'utiliser le pronom « elle » pour vous adresser à moi. Ce n'est pas un retour en arrière, mais une étape de ma vie, le fruit de réflexions que je porte sur le monde et sur moi-même. Ce message, c'est un message que j'ai mis en story Instagram et sur WhatsApp en janvier 2022. Et c'est le moment où j'ai informé mon entourage du fait que je décidais de ce qu'on appelle désister. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant ça? Qu'est-ce qui m'a fait prendre tout un chemin qui m'a fait arriver là? C'est un petit peu ce pourquoi je suis là aujourd'hui et ce dont je vais vous parler. Je dirais que l'histoire commence quand je suis au collège, pour utiliser les termes français. Donc au collège où j'avais à peu près 12-13 ans. Et je commence à me rendre compte que je suis attirée par les filles. Et à partir de là, comme je suis très ouverte par rapport à ça au collège, avec les gens de mon entourage, assez rapidement, je subis une certaine forme de harcèlement, ou en tout cas des remarques désobligeantes et quelques insultes de la part de mes camarades, principalement des garçons. C'est quelque chose évidemment que je vis assez mal. Et il y a un raccourci qui se fait dans ma tête, tout à fait inconsciemment, évidemment, sur le moment, j'y pense pas. C'est des années plus tard, en regardant en arrière, que je me rends compte, mais je suis une femme, ou une fille, à ce moment-là, qui aime les filles, et pour ça, je suis harcelée, ou en tout cas insultée. Et évidemment, le raccourci qui se fait dans ma tête, c'est « si je deviens un garçon, je suis hétéro, je n'ai plus de problème ». Pendant cette période-là, justement, où je commence à me rendre compte de cette attirance pour les filles, je fréquente aussi beaucoup les réseaux sociaux, enfin surtout Instagram. Et je commence vraiment à me renseigner par rapport à la communauté LGBT et surtout par rapport à la communauté transgenre. C'est à ce moment-là où je commence vraiment à prendre connaissance de l'existence de cette communauté-là et de ses trajectoires de vie.
Et petit à petit, c'est difficile de dire d'où ça vient, mais peut-être c'est avec l'arrivée de la puberté, avec d'autres choses, je commence à avoir des moments d'inconfort par rapport à mon corps, des moments où je me sens trop féminine pour moi, pour ce que j'aimerais. Et je commence à qualifier ces moments-là de dysphorie, sans du tout me dire que je suis un garçon, que je suis trans, mais le terme me paraît le plus adapté pour le mal-être que je ressens à ce moment-là. Et donc, je commence à appeler ces petits moments des moments de dysphorie. Et ensuite, eh bien, à 14 ans, j'arrive au lycée. Et il y a de plus en plus de ces moments-là, de ces moments que j'appelle des moments de dysphorie et qui sont beaucoup plus forts. Je regarde les groupes de garçons dans la cour et je les envie. J'ai envie d'appartenir à leur groupe, j'ai envie d'être comme eux. Je m'identifie aussi très peu aux groupes de filles qui ont parfois des intérêts, des centres d'intérêt assez clichés, dans lesquels je ne me retrouve pas forcément ou même pas du tout. Et donc ça m'éloigne encore plus de ce côté-là et ça me rapproche un peu du côté des garçons. Et vers mes 14-15 ans, il y a un peu le moment que je qualifie, on va dire, du moment où je mets le doigt dans l'engrenage vraiment, où j'ai une fille qui est dans ma classe au lycée qui met un post sur Instagram en disant qu'elle a essayé de se bander la poitrine avec un bandage. Et moi, je réponds à son post et je lui dis, mais comme j'étais assez renseignée déjà à ce moment-là, je lui dis, il ne faut pas que tu fasses ça comme ça, tu vas te faire mal, utilise un binder. Et je lui dis, donc, qui est une brassière compressive de la poitrine, que les personnes trans utilisent. Et je lui dis, moi, j'ai des moments où je ressens de la dysphorie. Alors, j'avais envie d'acheter un binder, si tu veux. J'en commande 2 sur Internet. Et à ce moment-là, on en arrive à parler de ça et à se dire, en fait, est-ce qu'on n'essayerait pas de s'appeler différemment, d'utiliser des autres prénoms et pronoms pour se parler l'un à l'autre? Et donc, je commence à l'appeler Léo et puis elle commence à m'appeler Elio. Et à partir de là, moi, à ce moment-là, je m'étais jamais du tout dit encore que je me sentais garçon. Mais tout à coup, voilà, c'est le doigt dans l'engrenage et je commence à entrer sur ce chemin-là. Et à partir de là, tout va assez vite. C'est qu'après en avoir parlé à cette fille, j'en parle de plus en plus autour de moi, à mon cercle d'amis. J'en parle une première fois à mes parents. Le sujet est plus ou moins assez rapidement mis sous le tapis. Je commence à fréquenter une association LGBT qui propose des groupes de discussion pour les personnes trans et qui propose aussi des entretiens individuels pour aider les jeunes à avancer dans leur transition. Et c'est à la suite de ces entretiens-là que tout à coup, on fixe comme objectif, avec un des éducateurs que je voyais, on fixe comme objectif de reparler à mes parents et puis de leur... pour reprendre leurs termes, de formuler clairement mes besoins et de leur dire que j'ai envie qu'ils m'appellent Elio et qu'ils utilisent « il » pour parler de moi. Et donc, je recommence à en parler à mes parents, qui sont un petit peu douteux, et mon père surtout, qui est assez... le terme est peut-être trop fort, assez réfractaire, mais qui en tout cas essaye de prendre des distances et de temporiser. Je fais aussi mon coming out à l'école, donc je change de prénom sur les listes de classe, etc. Et s'ensuit tout un chemin un peu houleux où je suis une personne à l'extérieur avec mes amis à l'école, en l'occurrence un garçon, et à la maison je suis toujours une fille parce que mes parents refusent de changer de prénom. Et puis, au bout d'un moment, à force d'insister et d'insister, mes parents acceptent que je prenne rendez-vous avec un psychiatre spécialisé dans la question, qui peut me fournir un certificat de dysphorie de genre, qui est un peu le sésame dont j'ai besoin pour pouvoir faire une transition. Parce que au moment où j'en parle à mes parents, je suis déjà très claire sur le chemin que je veux prendre. J'ai envie de prendre de la testostérone et j'ai envie de me faire opérer du torse. C'est les 2 choses que je sais que je veux faire. Et évidemment, pour ça, j'ai besoin du certificat. Et donc, je vois ce psychiatre. Et après 4 séances individuelles, donc après 2-3 mois, il me donne le certificat. Je note quand même que je pense qu'on a dû passer
la première demi-heure du premier entretien à faire mon anamnèse et à parler de ce qui m'avait conduit jusqu'à ce sentiment-là. Après ça, tous les autres entretiens, c'était vraiment des questions purement pratiques. Je pense que ça parle un peu de soi-même. Et au moment où j'ai ce certificat, mes parents, qui avaient quand même essayé de m'accompagner d'une manière ou d'une autre comme ils pouvaient, à ce moment-là, me disent « Ok, là, c'est stop. On t'a quand même accompagné comme on pouvait, mais tu vas commencer à faire des choses irréversibles. Et pour nous, c'est pas possible. » Et donc, évidemment, moi, je me prends un peu ça en pleine figure. Et c'est, je pense, la période la plus compliquée qui commence à ce moment-là. Parce qu'il y a encore plusieurs mois où j'essaye de lutter, surtout avec mon père, qui est celui qui s'oppose le plus fermement à ma transition. Il y a beaucoup de rendez-vous avec l'association, justement, qui essaye aussi un peu de batailler contre mon père. Et petit à petit, je commence à me rendre compte qu'il ne changera pas d'avis, et que moi non plus. Et qu'à ce moment-là, j'ai 17 ans, et que je ferais peut-être bien de juste attendre jusqu'à mes 18 ans, et de pouvoir faire ce que je veux, et de pouvoir transitionner à ce moment-là, parce que ça me coûte beaucoup d'énergie à ce moment-là, de continuer à lutter avec lui, alors que je vois bien de toute évidence que si je veux passer outre sa décision et son refus, ben je veux dire, je ne vais pas non plus partir de la maison, parce que ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, je décide d'attendre. Et petit à petit, je commence à me sentir de moins en moins confortable avec le fait que les gens m'appellent Elio, que les gens utilisent il, que tout le monde me perçoive comme un garçon. Ça commence à devenir vraiment pesant et assez peu supportable. Et donc, petit à petit, sans vraiment que je m'en rende compte, je commence à avoir cet inconfort qui grandit. Et au bout d'un moment, je décide en tout cas, je ne décide pas, je m'embrouille, pardon. Je commence à me dire que je ne suis pas un garçon. Je ne me dis pas que je suis une fille ou une femme, parce que c'est très dur à concevoir pour moi à ce moment-là, mais je me dis que je me sens neutre, une forme de non-binarité, on pourrait dire. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, bon, il faut vraiment que j'en parle aux gens, parce que c'est plus supportable que les gens m'appellent Elio. Et à ce moment-là, je me trouve dans une impasse, parce que pour moi, c'est inconcevable de reparler aux gens et de leur dire, en fait, je me suis trompée. Et je me dis, mais ils vont penser que je ne sais pas ce que je veux, ils vont penser que je suis une traître, une traîtresse à la cause. Et à ce moment-là, ça me paraît vraiment impossible de revenir en arrière, entre gros guillemets. Et puis finalement, j'arrive quand même à le faire et à faire ce post justement que je vous ai lu et prévenir les gens autour de moi. Et d'ailleurs, ça se passe très bien. J'ai aucun retour négatif par rapport à ça. Et donc, petit à petit, les gens recommencent à m'appeler Léa, à utiliser elle, et puis le processus, on va dire, se termine un petit peu comme ça. Il y a deux choses que j'aimerais noter, disons, par rapport à mon histoire. La première, c'est que j'ai, tout au long du processus, beaucoup douté. Il y avait beaucoup de peur et d'interrogation et de me dire mais est-ce que c'est vraiment ça la solution et est-ce que je vais vraiment me sentir mieux après? Mais en fait, ces doutes ont constamment été balayés, que ce soit par des psys ou des médecins autour de moi qui me sortaient des chiffres invraisemblables pour me dire que presque personne ne revenait en arrière et qu'il n'y avait aucun risque. Et puis que c'était sain d'avoir des doutes et de ne pas non plus être à fond dans son truc. Et aussi balayé par moi-même parce que j'essayais juste de m'auto-convaincre que c'était ça la solution, parce que j'étais dans une situation où j'étais tellement mal que si c'était pas ça, c'était rien. Et alors, je me disais, je m'accrochais à cette possibilité qui était présentée comme la seule solution vers le mieux-être. Et voilà, parce que je me disais, si c'est pas ça, c'est rien du tout. Donc il faut que ce soit ça et que ça fonctionne. Et puis, une dernière chose, voilà, c'est que
assez paradoxalement, et je m'en suis rendu compte seulement bien après, la dysphorie est devenue de plus en plus forte à mesure que les gens autour de moi m'appelaient comme je voulais qu'ils m'appellent et me genraient comme je voulais qu'ils me genrent. C'est-à-dire que plus les gens me percevaient et me considéraient comme un garçon, plus ça creusait un fossé entre le corps et la biologie que j'avais et la façon que les gens avaient de me percevoir. Et c'est ça qui me rendait encore plus mal, et c'est ça qui me faisait me dire il faut que je transitionne médicalement vite, comme ça j'aurai un corps de garçon, et comme ça mon corps va coller avec la façon que les gens ont de me voir. Donc en fait, c'est vraiment un espèce de cercle vicieux où on se sent de pire en pire, on a de plus en plus besoin d'aller de plus en plus loin dans les démarches. Et voilà, et je crois que j'ai à peu près terminé. Si vous entendez parler, c'est parce qu'il lui traduit, en fait. Samuel Vessière, qui est notre président de conseil scientifique, qui vient du Canada, traduit à David Bell, qui ne comprend pas très bien le français. Voilà pourquoi vous entendez parler. Ce n'est pas donc de l'indiscipline. Non, c'est pas l'indiscipline. Voilà, je crois que l'histoire, elle parle d'elle-même. Je pense qu'il y a suffisamment de gens aussi ici qui pourront interpréter, qualifier, analyser ce qui vient d'être dit. Moi, ce que je veux souligner, c'est que dans cette histoire, on a quand même eu passablement de chance. C'est de pouvoir dégager beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. C'est quelque chose qu'on a pris vraiment, c'est un peu le concours de circonstances, on avait un peu moins de boulot. Et puis, on a décidé de ne pas prendre ça à la légère. D'emblée, moi, j'ai dit à Léa que soit c'était anecdotique, puis il ne fallait pas qu'elle m'en parle, soit c'était quelque chose de profond, puis qu'on irait vraiment jusqu'au bout. Et ça, je pense que c'était une chance parce qu'on a pu chercher de l'information. Aujourd'hui, ces informations, elles vous paraissent peut-être plus évidentes. Il faut aussi dire qu'il y a 3 ans, ces informations, elles étaient quasi inaccessibles. Donc la quête d'information, c'était un énorme morceau. Rencontrer des gens, fonder l'association, enfin, ça nous a demandé beaucoup d'énergie. Et tout ça, c'est fait de manière totalement transparente. Donc, moi, j'ai pu informer Léa en permanence de ce que je faisais. Elle avait la possibilité de mettre un veto quand je suis intervenu à la télévision suisse romande. Elle a pu voir l'interview, elle aurait pu même s'opposer à ce que je disais. C'était une marche en accord, en parallèle. Et ce qui est assez particulier, c'est que cette marche en parallèle, toute la première partie, on l'a faite où en fait nos convictions se consolidaient en parallèle, mais de manière totalement inversée. C'est-à-dire que plus on allait de l'avant, plus elle avait cette espèce d'obsession de mettre son corps en adéquation avec ce qu'elle ressentait. Et plus nous, on découvrait qu'en fait, cette fameuse approche affirmative que maintenant vous connaissez faisait l'objet de controverses de plus en plus nombreuses. Donc c'était un chemin parallèle et parfois c'est un chemin inverse. Ça a été un chemin qui a été parfois extrêmement tendu, mais je dirais on a eu la chance de pouvoir effectivement investir du temps et puis conserver le lien. Et si je devais pointer maintenant comme petit bilan, 3 choses sur cette histoire. La première, c'était effectivement l'importance du lien. S'il n'y a plus de lien, il n'y a plus rien. Et ce lien, il a commencé par faire comprendre au plus profond de son être à Léa qu'on était réceptif à son mal-être. Enfin, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont des enfants. Quand vous avez un gamin de 14-15 ans qui est vraiment très très mal, vous le ressentez. C'est inévitable, vous le ressentez. Et je crois que là, il n'y a pas eu de doute sur ça, et que ça, c'était un élément de lien. Ce lien a permis le partage, ça a permis de faire entendre les divergences, donc accepter qu'on peut être en accord sur effectivement la compréhension de son ressenti, tout en étant en désaccord sur les solutions à apporter à ce mal-être. Et puis, petit à petit, en partageant, on a réussi à desserrer un peu un étau, et puis on a introduit une forme de doute, mais un doute un peu constructif, et je pense que ça a été le premier point. Le deuxième point, c'est un peu banal, mais c'est ce qu'on appelle l'importance de choisir ses guerres. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on est en situation de conflit. Il faut se dire que c'est un millefeuille, puisqu'il y a déjà une période d'adolescence qui est vous la connaissez mieux que moi, mais qui est pleine de turbulences, qui est pleine de convictions en elle-même, où il y a un besoin d'affirmation, etc. Donc déjà en soi, c'est des périodes qui sont potentiellement difficiles, mais quand elles se doublent de ces questionnements-là, ça en fait quelque chose
chose d'extrêmement profond. Et je pense que si on avait amené une opposition sur tous les fronts d'emblée en étant carré, je ne sais pas, l'histoire ne le dit pas, mais peut-être qu'on ne serait pas arrivé là en même temps. Donc, accepter certaines choses, on est rentré alors plus qu'à reculons dans la transition sociale. Cette idée de baptême me posait mille et un problèmes. Enfin bref, mais on a cédé sur certains points et je pense que ça a aussi aidé à conserver le contact. Et puis, le troisième point qu'on relève, c'est l'importance de la résistance. En fait, du moment où on a rencontré les médecins, on a été exposé à un régime, je dirais, mais quasi terrorisant. C'est l'instrumentalisation du suicide. C'est le premier jour, on nous dit que le risque de suicide est énorme. On entend de l'hôpital, mieux vaut un garçon vivant qu'une fille morte. Donc il faut imaginer que vous venez de recevoir un choc, parce que c'est quelque chose d'extrêmement déconcertant d'entendre quelque chose comme ça. Il n'y avait pas eu de signe précurseur. Mais donc il y a cette forme je dirais, de terreur, je crois que le mot n'est pas trop fort. Il s'agit aussi de résister à la pression des associations LGBT qui sont extrêmement virulentes. On a été menacés, on a été dénoncés au service de protection des mineurs, on a été dénoncés au tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. C'est quelque chose d'extrêmement fort. Ils ont tout fait pour essayer de créer la safe place du côté de l'association et non plus du côté de la famille. Donc il y a vraiment des manœuvres extrêmement intenses, je dirais perverses dans un certain sens qui vont dans ce sens-là. Et ce travail-là, je pense qu'il a pu se faire qu'en dissociant le rôle du père du rôle de citoyen. Parce qu'en tant que père, de toute façon, on ne nous écoute pas, parce que oui, vous êtes des parents inquiets, mais oui, on va vous rassurer, mais bien sûr, vous êtes dans l'émotionnel. Et ce travail-là, cette dissociation-là, pour nous, c'est une question de survie. Donc je dirais qu'aujourd'hui, pour Léa, la page est tournée. Elle est tournée pour le père, mais elle est loin d'être tournée, malheureusement, pour le citoyen que je suis. Pour le citoyen que sont tous les parents qu'on représente à travers notre association, pour les parents que vous êtes ou pour les citoyens que vous êtes aussi aujourd'hui et qui font la raison de notre présence à cette réunion. Alors, au nom des parents qu'on représente, que ce soit Hippomolie, que je salue aussi ici, ou que ce soit notre association, au nom d'autres parents, je pense qu'on n'oublie pas qu'on est confronté à des situations intenses, potentiellement destructrices. Donc on remercie très sincèrement l'Observatoire. On peut prendre deux, trois questions peut-être. 2, 3. Combien vous avez de familles parce que donc moi je représente si Hippomolie, je adhère à Hippomolie, je ne suis pas une des représentants. Et combien vous en avez en Suisse? Donc aujourd'hui, on a à peu près 80 familles qui nous ont rejoints, qui sont dans des situations toutes uniques, mais toutes sur un fond semblable de questionnement. Ouais. Alors je dois dire que je suis très contente pour Léa, pour vous, pour toute la famille, parce que moi je suis concernée, mais il était déjà majeur et c'est impressionnant. Et quand on a des majeurs, on n'arrive plus à agir. Je suis très intéressé par le propos de Léa à propos de ses premiers doutes et la peur d'être accusé d'être traître à la cause. Comment, dans ce temps, vous viviez votre engagement pour une cause? J'étais effectivement, au travers de l'association, au travers des réseaux sociaux, très très investie là-dedans, et que je le veuille ou non, j'étais assez militante, j'avais envie de faire respecter cette cause de la transidentité. Et donc forcément, au moment où je me rends compte qu'en fait, c'est pas ça le bon chemin pour moi, j'ai l'impression que toutes les personnes, par exemple, que je connaissais par le biais de l'association, allaient le prendre terriblement mal, et comme si j'essayais de faire quelque chose contre elles. Parce que, effectivement, dans la communauté trans, on parle de la détransition. Déjà, on en parle très peu. Si on en parle, on dit que c'est ce fameux 1% des personnes qui transitionnent. Et puis surtout, on diabolise un peu ça en disant qu'on utilise la détransition pour empêcher les transitions de personnes trans, etc. Donc c'est presque comme si les personnes qui détransitionnent et qui désistent, elles sont représentées comme un danger pour la cause transgenre. Une dernière question peut-être?
Oui, Sylvia. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vais poser une question très précise. Quel a été le rôle du professeur si ils ont vous encouragé ou quel a été leur rôle? C'est mon domaine. Alors, tous mes professeurs ont accepté de changer de prénom et de pronom tout de suite. Je pense qu'en fait, ils n'avaient pas tellement le choix non plus. Enfin, toi, t'en parleras peut-être mieux que moi, mais il me semble que mon père est allé voir un peu après coup certains de mes professeurs et puis qu'ils disaient que voilà, c'est pas qu'ils approuvaient complètement la démarche, mais je crois qu'ils n'avaient pas tellement le choix. Ouais, de manière très claire, alors en Suisse, tous ces règlements-là sont des règlements cantonaux, et puis les associations sont très très infiltrées dans les écoles, et elles ont réussi à obtenir des directives d'application, d'accueil des enfants trans, qui sont faites quasi exclusivement par ces prétendus spécialistes. Donc l'école valide, l'école transitionne. Moi j'ai reçu un jour un bulletin, alors par chance on parlait, mais l'école ne m'a jamais informé. Donc un jour je reçois un bulletin scolaire au nom d'Elio, je ne sais pas qui est Elio. Donc on est dans une invraisemblance totale. On a des témoignages de gens où les profs font un double bulletin scolaire, un pour l'enfant à un prénom X et un pour les parents. Donc c'est hallucinant. Pas comme en France, ça n'aurait pas pu se faire. On n'aurait pas pu avoir ça ici. Je crois pas, les parents. Anne-Laure ? Ça a duré combien de temps cette histoire? Vous avez dit le début vers 12 ans et ça s'est étendu sur la chronologie à peu près Alors, je pense que oui, mais en fait, même à 12 ans, j'étais pas encore vraiment dans la question de la transidentité. Mais quand je commence à me concentrer là-dessus, j'ai à peu près 15 ans. Et ça dure jusqu'à mes 17 ans et demi. Enfin, à partir de ce moment-là, je commence à petit avoir cette réflexion de désistement. Mais tout va très très vite aussi parce que quand on est jeune, notre temporalité, elle est très différente de celle des adultes. Donc voilà. Est-ce que vous avez eu un suivi psy tout au long ou... J'ai eu les quelques consultations avec le psychiatre pour le certificat. Et sinon, j'ai aussi été suivie... on va dire par moment, par une psy qui connaissait ces questions, mais qui n'était pas spécialement pour ou contre. Elle entendait juste un peu mes interrogations. Et ça, je pense que c'est important d'avoir aussi. Moi, j'y allais un peu à reculons au début, mais voilà, j'ai eu un petit peu quand même. Oui. Ouais. Enfin, juste pour être plus précis, elle a accompagné sur le chemin jusqu'au jour où Léa s'est rendu compte que cette psy-là ne lui donnerait pas le certificat. L'association lui a donné le nom d'un psy transaffirmatif qui lui donnerait le certificat. Elle a rompu avec le psy 1, elle a fait son truc avec le psy 2. Et c'est après qu'on a essayé de mettre en place des solutions alternatives. Parce qu'au moment où vous dites stop, vous n'avez pas résolu le désarroi. Donc, qu'est-ce qu'on propose d'autre ? Et là, il a fallu être inventif. Et Léa a accepté de revoir la psy qu'elle avait vue avant. C'est toi qui donnes le timing. Oui, je donne le timing. Allez-y. Bonjour. Alors nous sommes effectivement un certain nombre de parents qui représentons Hippomonie dans la salle. Merci vraiment beaucoup pour votre témoignage. Je suis très émue. Moi, ma fille, elle a commencé à 14 ans et elle a 17 ans, donc j'espère qu'elle se prendra le même chemin que vous. Le conditionnement est le même. Donc je ne suis pas là pour résumer, pour parler de ma fille, mais du collectif. Hippomonie, nous sommes bientôt 200 familles. Bon, la France est un petit peu plus grande que la Suisse, d'où l'écart. Merci d'avoir créé ce collectif, parce qu'en fait, une nuit où je n'arrivais pas à dormir, où je me disais, je ne dois pas être toute seule à penser qu'en fait ma fille fait fausse route, parce que je n'ai jamais rien vu avant. J'ai découvert votre collectif et j'ai découvert Hippomonie ce soir-là. Vous aviez déjà un site et du coup, là, ça m'a vraiment soulagée. Et d'ailleurs, je vous avais contacté et vous m'aviez confirmé d'appeler Hippomonie. La question que j'avais, en fait, on a besoin de tuyaux pour prendre le même chemin. Quand vous dites que vous avez cédé sur certaines choses et que vous avez été ferme sur d'autres, est-ce que vous pouvez nous préciser ? Moi, quand ma fille m'a annoncé ça, je lui ai dit, écoute, tu viens tout juste d'avoir 14 ans, là, c'est pas une décision qui se prend comme ça. Donc tu vas continuer ta thérapie, et puis, voilà, tu verras plus tard quand tu seras plus grande. Je ne savais pas qu'il y avait tout ce mouvement-là derrière.
bon, très vite, on a compris. Oui, alors très rapidement, parce qu'on pourrait en parler des heures, puis il y a plein de choses à parler après, mais on peut se discuter après si vous voulez, mais juste pour prendre un exemple, c'est le fait d'entrer petit à petit. Pour les psys de comprendre là où il faut... Non, mais les histoires sont différentes, mais... L'idée d'entrer petit à petit dans le processus de valider une transition, alors moi j'ai toujours dit, ok, je vais t'appeler Elio, mais sache toujours que pour moi tu seras une fille, et dès que tu t'auras le dos tourné, je dirai elle. Voilà, ça c'est un élément. L'autre élément, quand elle dit je vais arrêter avec ce psy pour un autre, c'est un autre élément. Mais je ne pense pas qu'il y ait une recette unique. Je pense qu'il y a vraiment une façon d'accompagner qui va vous faire à vous ressentir par rapport à votre situation, à celle de votre enfant, que sur ça, enfin, on a un cas d'une mère qui a acheté une fausse barbe à sa fille. Voilà, donc il n'y a pas une réponse unique. Mais je pense que l'attitude monobloc, je ne pense pas qu'elle soit salutaire à long terme. Tu sais que tu fais une transition vers la psychanalyse. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Il va bientôt devenir psychanalyste, lui. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est bien, c'est bien. Il a aussi cheminé. Il va bientôt... Je ne sais pas si encore. Voilà, c'est une forme de transition aussi. On dit chez certains une passe. On va devoir, malheureusement, parce qu'on va passer à... Je voulais quand même parler de la lesbophobie. Oui, dis. Parce que c'est évident quand même, parce que vous avez parlé d'une transition vers 15 ans, ça s'est manifesté bien avant, parce que vous êtes heurté à la lesbophobie. Parce qu'en fait, la dysphorie du genre, c'est surtout chez les filles que ça manifeste, et les filles qui ne se conforment pas aux normes de la féminité, souvent de jeunes lesbiennes en fait. Donc je pense qu'il est important quand même de souligner cela. Tout à fait, tout à fait. Et dites votre nom parce qu'on vous connaît aussi. Je m'appelle Brodwyn Winter, ça fait 30 ans que je travaille sur ce problème. Et en fait, le mouvement trans a fait de l'entrisme dans le milieu lesbien, justement. Hein? Donc, bien sûr. Il faut quand même le souligner. Vous avez raison. Les hommes qui se disent les femmes, qui voulaient entrer dans les lieux lesbiens il y a déjà 30 ans. Bien sûr. Donc on vous remercie à nouveau, vraiment, Frédéric et Léa.